Au quotidien, on utilise une énergie qu'on ne voit pas, mais qui alimente absolument tout, de nos smartphones jusqu'au TGV qui traverse la France. Alors, dans cette analyse, on va mener l'enquête, on va essayer de comprendre d'où vient cette énergie. C'est un sujet qui est au cœur du programme, bien sûr, mais c'est surtout essentiel pour comprendre les plus grands défis de notre monde actuel. La question de départ, elle est à la fois toute simple et absolument immense. D'où vient toute cette énergie? Et surtout, quel est le prix à payer? On va décortiquer ça ensemble, pas à pas, pour avoir toutes les clés en main, que ce soit pour le bac ou, tout simplement, pour être un citoyen ou une citoyenne éclairée. Commençons par les faits. Ce graphique, il est sans appel. Notre soif d'énergie est devenue gigantesque et elle ne fait que grandir. En à peine 40 ans, la consommation mondiale a plus que doublé. C'est une véritable explosion. Une explosion qui a complètement transformé nos sociétés, mais qui, évidemment, a un coût. Bien, allez, on entre dans la première partie de notre enquête. On va se demander tout de suite de quelle énergie on parle et surtout, d'où est-ce qu'elle sort. Alors là, ce diagramme parle de lui-même. Il nous montre le mix énergétique mondial. Et si on additionne le charbon, le pétrole et le gaz naturel, eh bien on dépasse les 80%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre monde fonctionne massivement, mais alors massivement, grâce à ces énergies fossiles. Le nucléaire, l'hydraulique et les autres énergies renouvelables, ils se partagent les miettes. Bon, il y a un concept hyper important à comprendre. C'est celui d'énergie primaire. En gros, c'est l'énergie brute, telle qu'on la trouve dans la nature. Imaginez le pétrole qui sort de terre, le charbon au fond de la mine, ou même les rayons du soleil. C'est la matière première de l'énergie. Sauf que cette énergie primaire, on peut rarement l'utiliser comme ça, directement. Il faut la transformer. Et ce qui arrive chez nous à la prise électrique, ou ce qu'on met dans le réservoir à la pompe, c'est ce qu'on appelle l'énergie finale. C'est l'énergie qui est prête à l'emploi. Et le point crucial, c'est ce qui se passe entre les deux. Ce schéma l'illustre très bien. Quand on transforme l'énergie primaire en énergie finale, il y a forcément des pertes. C'est une loi de la physique. Rien n'est parfait. Une partie de l'énergie se perd, souvent en chaleur. Donc, le rendement n'est jamais à 100%. Allez, on continue. Deuxième partie. Maintenant, on va zoomer. On va passer à l'échelle moléculaire pour comprendre la réaction chimique qui permet de libérer toute cette énergie des combustibles fossiles. Je parle bien sûr de la combustion. Et voilà l'épreuve, sous nos yeux. Ces équations, elles montrent toutes la même chose. À gauche, on a les réactifs, un combustible comme le méthane du gaz de ville ou l'octane de l'essence, et du dioxygène, l'air qu'on respire. Et à droite, après la réaction, on obtient les produits, de l'eau, de l'énergie, et systématiquement du dioxyde de carbone, le fameux CO2. Et c'est ça le point absolument central. La contrepartie, le coût inévitable, quand on brûle des hydrocarbures pour avoir de l'énergie, c'est qu'on produit du CO2. Et ce CO2, ce n'est pas un gaz anodin, c'est le principal gaz à effet de serre. Alors, comment on fait pour savoir combien on en produit? Eh bien, la méthode est scientifique, elle est rigoureuse. D'abord, on écrit et on équilibre l'équation de la combustion. Ici, avec le propane, on voit qu'une molécule de propane donne 3 molécules de CO2. Ensuite, en jouant avec les quantités de matière, les moles et les masses molaires, on peut calculer très précisément la masse de CO2 émise. C'est la base de n'importe quel bilan carbone. Bon, maintenant qu'on a vu la source du problème, on va explorer ses conséquences. Dans cette troisième partie, on analyse les impacts de ces émissions massives de CO2, à la fois sur le climat de la planète, mais aussi, et c'est important, sur notre santé. Ce graphique vient du GIEC, le groupe d'experts qui fait autorité sur le climat. Et il est fondamental. Il nous montre l'élévation du niveau de la mer qu'on peut attendre selon différents scénarios de réchauffement. La courbe en rouge, c'est le scénario business as usual, le plus pessimiste. Elle nous montre une élévation de presque 1 mètre d'ici 2100. C'est une conséquence directe de la fonte des glaces, elle-même causée par le réchauffement global. Mais l'impact n'est pas seulement global, il est aussi très local. Et il nous touche directement dans notre santé. Regardez ce graphique. Même s'il date un peu, il montre une corrélation très nette. Quand le pic de concentration en particules fines PM10 augmente, hop, juste après, le nombre d'admissions à l'hôpital pour des bronchites ou de l'asthme grimpe aussi. C'est la preuve que la combustion ne produit pas que du CO2, elle relâche aussi des polluants qui sont très nocifs. Et pour que ce soit encore plus parlant, voici un chiffre. Un seul chiffre. Pour la France, 48 000. C'est le nombre de décès prématurés chaque année qu'on peut attribuer à la pollution aux particules fines, les PM2,5. Ce n'est pas un problème abstrait ou lointain, c'est un enjeu de santé publique majeur, ici et maintenant. Face à ce constat, qui est assez lourd, on ne va pas rester les bras croisés. La quatrième partie de notre enquête, elle, se tourne vers l'avenir, vers les solutions. On parle beaucoup de transition écologique, voyons ce que ça signifie. Une des pistes qu'on explore par exemple, ce sont les biocarburants,
L'idée, comme le montre ce schéma, c'est de les produire à partir de matières végétales, ce qu'on appelle la biomasse. On fait fermenter des sucres de betterave ou de l'amidon de maïs et on obtient de l'éthanol. C'est un alcool qui peut être utilisé comme carburant. Alors, c'est quoi la grande différence avec le pétrole? Ce tableau la résume parfaitement. Les combustibles fossiles, quand ils brûlent, ils libèrent du carbone qui était piégé sous terre depuis des millions d'années. En gros, on ajoute du vieux carbone dans l'atmosphère. Les biocarburants, eux, ils libèrent du CO2 qui vient juste d'être capté par les plantes pendant leur croissance. On est dans un cycle beaucoup plus court, beaucoup plus équilibré. Le bilan carbone est donc bien meilleur. Et ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que l'avenir n'est pas écrit d'avance. Ces deux cartes du GIEC le montrent de façon frappante. À gauche, un futur où on arrive à limiter fortement le réchauffement. À droite, un futur où on continue sur la même lancée qu'aujourd'hui. Les conséquences, on le voit bien, sont radicalement différentes. Ce sont nos choix collectifs d'aujourd'hui, notamment sur cette transition énergétique, qui vont littéralement dessiner le monde de demain. Voilà, notre enquête touche à sa fin. Il est temps de faire le bilan, de synthétiser les points vraiment essentiels à retenir pour le bac et pour la suite. Alors, en résumé, il faut maîtriser la différence entre énergie primaire, la source brute, et énergie finale, celle qu'on utilise. Il faut avoir en tête l'équation générale de la combustion et ses produits. Il faut comprendre le double impact, climatique à cause du CO2 et sanitaire à cause des particules fines. Il faut aussi être à l'aise avec les unités d'énergie et savoir passer de l'une à l'autre. Et enfin, savoir définir ce qu'est une empreinte carbone. Pour conclure, j'aime bien cette idée-là. La science, son rôle, ce n'est pas de nous dire ce qu'il faut faire. Son rôle, c'est de nous donner les outils les plus fiables pour comprendre la situation. Elle éclaire les risques, elle modélise les futurs possibles et elle nous permet de faire des choix, mais des choix en connaissance de cause. Et la question, finalement, elle reste ouverte. L'avenir dépendra de nos décisions individuelles et collectives et la science sera un guide essentiel dans ces décisions. La vraie question, c'est comment allons-nous utiliser ce guide ? C'est tout le défi de notre génération. J'espère que cette analyse aura permis d'y voir un peu plus clair